Sur la route. Livre 2 de la série La chute de l'Amérique. Écrit par Scott Medbury, narré par Alexandre Kambakidis. Première partie. Partir. Chapitre 1. Sonny a arrêté le camion par à-coups au milieu de la route et s'est affalé sur le volant. « Oh merde » a dit Luke, une main sur l'épaule de Sonny. « Isaac, tu peux conduire ?» Je n'avais jamais vraiment conduit. Je ne sais pas si je vais pouvoir conduire ça, ai-je dit, en essayant de cacher mon étonnement face au fait que Luke, habituellement si sûr de lui, semblait avoir peur de conduire. Je n'ai appris à conduire la voiture de mes parents adoptifs qu'après la grippe. « Tu devrais y arriver », a dit Sonny faiblement. « C'est auto. » Il a lutté pour se redresser, puis a actionné le levier de vitesse, avant de se pencher, ivre, sur Luke. « Isaac, vas-y », a dit mon ami, un soupçon de panique dans la voix. Il a traversé le siège, entraînant les pieds vers moi, et a fait sortir Sonny du siège conducteur. Dès qu'il s'est éloigné de la portière, j'ai vu le trou de la balle. Elle avait manifestement été tirée pendant notre fuite, et, d'après la tache sombre sur sa veste, elle avait touché Sonny au niveau des côtes. Même si je ne voulais pas conduire le camion, je n'allais pas discuter alors que le gars qui nous avait sauvés de l'armée chinoise était assis là, avec une blessure par balle. J'ai ouvert ma porte et j'ai sauté hors du camion, la claquant derrière moi avant de courir vers l'avant du camion et d'ouvrir la porte côté conducteur. Le siège où Sonny était assis était éclaboussé de sang. Je suis monté à l'intérieur et j'ai fermé la porte. Sonny était à côté de moi, appuyé contre Luke. « Maintiens la pression ici », a dit Sonny à Luke fermement. « J'ai perdu assez de sang pour me sentir étourdi, mais je pense que si nous pouvons arrêter le saignement, ça ira. On dirait que la balle est passée à travers, mais je ne pense pas que ça ait touché quelque chose de vital. » Il a fermé les yeux. « Conduis !» a crié Luke. J'ai mis le camion en marche et j'ai commencé à descendre la rue. Dieu merci, c'était une automatique. Je craignais de conduire trop vite à cause du verglas, mais je me suis rendu compte que le camion n'était pas vraiment plus difficile à conduire que la Honda d'Éléonore. J'ai pensé à continuer la route d'évitement que Sonny avait suivie, mais je craignais que cela ne prenne trop de temps. Je ne voulais certainement pas qu'il se vide de son sang pendant que je me promenais dans Worcester. Dans cette optique, j'ai décidé de retourner directement à l'académie dès que je suis arrivé à un carrefour que j'ai reconnu. Cela nous a pris une bonne vingtaine de minutes, avant que nous dirigions finalement le camion dans l'allée près de la porte latérale. Ben et Brooke étaient debout près de la porte et nous attendaient quand nous sommes arrivés. Et ils étaient avec Karen. Mon cœur s'est effondré quand je me suis souvenu d'Arthur. Bien qu'il soit dans les vapes, Sonny est revenu à lui lorsque nous l'avons tiré le plus doucement possible du camion. Entouré du reste du groupe, nous l'avons déposé sur une pile de tapis d'entraînement pliés, juste à l'intérieur, près de la porte. En regardant les visages inquiets, j'ai vu Karen qui essayait d'attirer mon attention. Je n'ai pas voulu répondre à son regard intense, mais j'ai baissé rapidement les yeux vers Sonny avant qu'elle ne puisse poser l'inévitable question. Heureusement, aucun des autres ne semblait avoir remarqué l'absence d'Arthur, pour l'instant. D'une voix douloureuse, Sonny a ordonné à John d'aller chercher la bouteille de vodka qu'il gardait dans le tiroir du bas de son bureau et de la superglue dans le tiroir du dessus. Je n'avais aucune idée de ce qu'il comptait faire, et en vérité, j'ai un peu honte d'admettre que j'essayais autant que possible d'éviter le regard de Karen. Je pense que j'ai pris pour acquis le fait de me dire que Sonny irait bien. « Aide-moi à le tenir », dit Luke en me tapant l'épaule. « Tous les autres, reculez un peu s'il vous plaît. Quand on va nettoyer la blessure, ça va faire très mal. »« D'accord, je vais maintenir ses épaules », ai-je répondu, moins distrait maintenant que je me déplaçais. « Aide-moi à m'asseoir », a grogné Sonny. « Donne-moi un peu de ça à boire avant de le verser sur ma blessure. Ça va aider à atténuer la douleur. » Bien sûr, j'ai aidé Sonny à soulever sa tête et ses épaules et lui ai permis de se caler contre moi. Il a grimacé de douleur. « Ça va aller », lui ai-je dit en prenant la bouteille des mains de Luke. « Après avoir soigné la blessure, tu pourras te reposer. Tu seras comme neuf en un rien de temps. » Le corps de Sonny s'est tendu et a frémi en avalant 2 bonnes gorgées de vodka. Bien sûr, je n'avais aucune idée de s'il allait s'en sortir, et je me demandais si mes mots sonnaient aussi creux pour lui que pour moi.
Finissons-en, a-t-il dit en serrant les dents et en rendant la bouteille de vodka à Luc. Verse-la. Le cri de Sonny a résonné dans toute l'académie. Luc a appliqué de la superglue sur ses plaies stérilisées et étonnamment soignées, d'entrée et de sortie, et les a refermées. Je n'avais aucune idée que de la superglue pouvait être utilisée de cette façon, mais tout en continuant de le soigner, Luc nous a dit que la superglue avait été créée à l'origine pour ce genre de situation. Curieusement, il a également déclaré que les tampons avaient été créés pendant la Première Guerre mondiale, à l'origine pour panser les blessures en raison de leur capacité à absorber de grandes quantités de sang. Ils ne sont devenus un produit d'hygiène féminine que plus tard après la guerre, lorsqu'il y avait un énorme surplus. Son badinage éducatif a semblé calmer tout le monde, et une fois de plus, j'étais reconnaissant de ne pas être parti seul tous ces jours-ci. T'auras probablement des cicatrices d'enfer, a-t-il dit à Sonny, en soufflant sur la plaie de sortie, pour faire sécher la colle plus rapidement. Mais il ne devrait pas y avoir beaucoup d'autres complications, à moins que la balle n'ait touché quelque chose d'important en passant. Tu veux qu'on te déplace dans un endroit plus confortable ? Ai-je demandé à Sonny. Je pense que je suis bien ici pour l'instant, a-t-il bredouillé, en agitant faiblement sa main dans ma direction. Que quelqu'un m'apporte une couverture, et assurez-vous que les fournitures soient chargées dans le camion dès que possible. Il a grimacé, en se mettant dans une position plus confortable, sur le dessus des tapis. Luc, donne-moi ce qui reste de cette bouteille. Ça m'aidera à m'endormir plus vite. Je ne savais pas si c'était une bonne idée vu notre situation, mais j'ai gardé le silence. Dans le pire des cas, à nous deux, nous pourrions charger un Sonny inconscient dans le camion sans trop de difficultés. Tiens mec, dit Luc en tendant la bouteille de vodka, remplie au quart. Fais-toi plaisir. J'ai regardé Luc, me demandant s'il avait essayé de faire une blague, mais il avait l'air assez sérieux. Maintenant que Sonny était hors service, je reprenais les choses en main. Le temps était compté. Nous n'avions qu'une petite chance de nous échapper. Ok. Ben, Brooke, Ali, commencez à charger la nourriture dans le camion, pendant que John et Samara rassemblent les couvertures et la literie. Luc, toi et Marc, installez un tapis pour Sonny à l'arrière du camion. On ne devrait pas attendre qu'il soit rétabli ? A demandé Marc. Le plan n'est pas qu'il conduise ? Au cas où leurs soldats nous verraient, ce serait mieux que ce soit un Chinois au volant, non ? Eh bien, il n'est pas en état de conduire, comme tu l'as constaté. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. On dirait bien que c'est moi qui vais devoir conduire. Faut juste espérer que l'armée chinoise ne nous voit pas, et que je me plante pas au premier virage. Malheureusement, personne n'a ri à ma tentative d'humour. J'ai regardé chacun d'entre eux. Mes yeux se sont attardés sur Karen un moment, avant de passer à autre chose. Si ce que le contact de Sonny lui a dit est exact, nous devons partir d'ici demain, et avec l'agitation des Tigers, le temps est encore plus précieux, que Sonny soit en état de conduire ou non. J'ai fait une pause plus longue, puis je leur ai parlé de la conversation que j'avais entendue la veille. Alors, que veux-tu que je fasse ? A demandé Indigo. Tu as donné du travail à tous les autres, mais pas à moi. J'espérais que tu resterais ici pour veiller sur Sonny, ai-je dit en me tournant vers elle. Assure-toi qu'il reste au chaud et confortable. D'accord, je peux gérer ça, a-t-elle répondu. Merci, ai-je dit avant de reporter mon regard sur Karen. J'avais une boule dans la gorge et mal au ventre, mais je savais ce que je devais faire. Karen, je peux te parler une seconde dans le bureau de Sonny, en privé ? C'est Arthur, n'est-ce pas ? Dis-moi juste ce qui s'est passé. Il est mort, n'est-ce pas ? A-t-elle lâché. Une fois le sujet abordé, les questions ont fusé de sa bouche, et les autres personnes présentes dans la pièce ont commencé à se disperser. La gêne se lisait sur leur visage. S'il te plaît, Karen, parlons dans le bureau. Des larmes ont coulé de ses yeux, et ses épaules se sont affaissées en signe de résignation. Nous n'avons pas parlé pendant la longue marche entre la porte de l'allée et le bureau de Sonny, à l'autre bout du bâtiment. Comment vais-je lui dire ? C'est la question qui me trottait dans la tête. Je savais, bien sûr, que j'allais devoir lui dire la vérité. La façon dont j'allais lui dire, c'était une toute autre histoire. Ce que je ne me demandais pas vraiment, c'était quelle vérité j'allais lui dire. La question de savoir quelle part de responsabilité je devais prendre dans la mort d'Arthur était également tapie dans un coin sombre de mon esprit. Lorsque nous sommes arrivés au bureau de Sonny, je lui ai tenu la porte et je l'ai suivi à l'intérieur, en la refermant doucement derrière moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sa voix tremblait légèrement, et une larme solitaire coulait sur sa joue.
Nous nous étions habitués à perdre des gens, mais la douleur était toujours aussi vive. Il y a eu un long silence, pendant qu'elle essuyait la larme et regardait le sol, en essayant de contenir son chagrin. « Karen, je suis désolé, tellement désolé, ai-je dit doucement. Il venait de me sauver la vie et s'est battu jusqu'au bout. Mais l'un des Tigers s'est approché de nous et a tiré sur lui à distance. Il est mort sur le coup. Qu'est-il arrivé au Tiger qui l'a tué ? Sa voix tremblait toujours, mais maintenant, j'avais du mal à distinguer si c'était du chagrin ou de la rage. Il est mort, ai-je dit. Je l'ai tué. Comment ? Je ne crois pas que... Comment ? Je lui ai tiré dessus, dans la tête. Bien, a-t-elle simplement dit, avant de sortir. Chapitre 2. La nouvelle de la mort d'Arthur s'est répandue, et, compte tenu des larmes et du choc, notamment ceux du groupe initial de Sony, tout le monde a fait un excellent travail pour ranger toutes les fournitures. Il a fallu environ 2 heures pour charger le camion, et nous avons laissé beaucoup de place pour ceux qui devaient rentrer. Lorsque nous avons fini de ranger le camion, j'ai convoqué tout le monde pour une réunion dans la salle d'entraînement principale. Sony dormait, mais semblait aller bien. Alors j'ai demandé à Indigo de nous rejoindre. J'ai regardé chacun d'entre eux, John, Karen, Ali, Samara, Mark, Luke, Ben, Brooke et Indigo. J'ai pensé à Arthur, et je me suis demandé si nous allions en perdre d'autres au cours de notre voyage vers le nord, vers le sanctuaire promis par le message codé. Je savais que la probabilité était très élevée. Je voulais vous parler à tous du leadership, ai-je dit. Tant que Sony est à terre, je pense que ce serait une bonne idée pour nous d'élire un nouveau leader, quelqu'un qui peut prendre des décisions pour l'ensemble du groupe, surtout quand les choses se compliquent. Eh bien, tu sembles t'être déclaré leader, en convoquant cette réunion, en nous disant ce que nous devions faire lorsque nous chargions le camion, dit Mark. Il l'a dit d'une manière factuelle, pas méchante, mais j'ai senti mon visage rougir quand même. Quand il a fini de parler, un brouhaha de voix s'est élevé, car tout le monde s'est mis à parler en même temps. « Les gars, dit Luke en levant les mains, un par un. « Quel est le problème avec la démocratie ?» a demandé John. « Je pense que nous devrions tous voter avant de faire quoi que ce soit en tant que groupe. » « En temps normal, je serais d'accord avec toi, ai-je répondu. Mais il se peut qu'un jour, tôt ou tard, nous devrions prendre une décision rapidement et que nous n'ayons pas le temps de voter. C'est pourquoi je veux procéder à un vote maintenant, afin que, le moment venu, nous puissions tous nous mettre d'accord sur la voie à suivre. « Et pourquoi ce serait pas toi le leader, Isaac ?» a demandé Brooke. « Après tout, c'est toi qui vas conduire, donc ce sera logique que ce soit toi qui prennes les décisions rapides pendant le voyage. » « Non, je peux pas simplement m'autoproclamer leader. J'accepterai la responsabilité si je suis élu leader, mais je ne vais pas simplement revendiquer la position, ai-je dit. En vérité, l'idée même d'être chef m'effrayait. Je n'étais pas certain d'être l'homme de la situation, et être responsable du bien-être d'un groupe de 10 personnes n'était pas une chose avec laquelle j'étais totalement à l'aise. Pourquoi ne pas attendre que Sony se réveille ? S'il est trop faible pour nous diriger, peut-être qu'il a une préférence pour qui devrait nous diriger à sa place, dit Ali. Après tout, avant que vous n'arriviez, Arthur était son bras droit. Arthur n'est pas là, dit Karen, sa voix conservant une pointe de la rage froide que j'avais entendue plus tôt. Et pour autant que nous le sachions, Sony peut ne jamais se réveiller. Et même s'il le fait, nous n'avons aucune idée de l'état dans lequel il sera. Alors, Isaac a raison. Je pense que nous devrions voter pour un nouveau leader, maintenant. Sony va s'en sortir, n'est-ce pas ? A demandé Samara, avec un léger tremblement dans la voix. Je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas encore envisagé la possibilité que notre travail médical de fortune ne soit pas suffisant pour lui sauver la vie. Bien sûr qu'il s'en sortira, dit Mark en passant un bras réconfortant autour de ses épaules et en lançant un regard méchant dans la direction de Karen. Nous devons attendre, ai-je dit. Mais je suis presque sûr qu'il ira bien. Pas vrai, Luke ? Ouais, dit Luke. Je ne sais pas comment la balle a réussi à le traverser sans toucher quoi que ce soit de vital, mais ça semble être le cas. Il n'y a pas eu de saignement important, et si la balle avait touché un os, je suis sûr qu'il aurait eu beaucoup plus mal. Je dirais qu'il a de bonnes chances de s'en sortir. Bon, la principale raison pour laquelle je ne veux pas l'attendre est que j'ai peur qu'une de ces situations se présente avant qu'il ne se réveille, ou qu'il n'ait pas les idées assez claires pour décider pour nous. Votons alors, dit Ben. Comment allons-nous faire ?
À bulletin secret? En levant la main? Pour ou contre? Que pensez-vous de ça? Dit Luke. Je nomme Isaac. Tous ceux qui veulent qu'il soit chef par intérim, levez la main. Luke a levé sa main, suivi rapidement par Ben et Brooke. Les autres se sont regardés un moment, avant que Karen ne lève la sienne pour se joindre à eux. Indigo m'a regardé. Je vois que tu n'as pas voté pour toi-même, a-t-elle dit. Est-ce par pudeur ou par peur? Un peu des deux, ai-je répondu honnêtement. Mais je suppose que si les gens sont prêts à me suivre, je devrais me sentir prêt à diriger. J'ai levé la main. Je pense que tu feras un excellent chef, a dit Indigo, en levant également la main. C'est une élection à la majorité, 6 sur 10. Bien. Isaac peut être le chef temporaire jusqu'à ce que Sonny soit de nouveau sur pied et en bonne santé, a dit John en secouant la tête et en levant la main. Je pense toujours que c'est n'importe quoi, a marmonné Ali, mais elle a quand même levé la main. On dirait que c'est officiel. T'es le patron, chef, a dit Luke en me faisant un large sourire. Je me suis surpris à me demander s'il m'avait pas nommé si rapidement pour s'assurer que personne ne le mettrait aussi dans le coup. Luke était apprécié par tous ceux de l'académie, ainsi que par les jumeaux et moi-même. Bon bien, merci de votre confiance, les gars. Ma première suggestion est d'essayer de nous reposer, ai-je dit. Sonny avait prévu de partir vers midi demain, mais je pense que nous devrions commencer plus tôt que ça. Moi je vais retourner voir Sonny, dit Indigo. Maintenant que la question du leadership est réglée, je pense que la réunion est pratiquement terminée, non? Tout à fait, ai-je dit. Je te suis. J'ai ignoré le ricanement de Luke, et j'ai couru pour rattraper Indigo, qui se dirigeait vers la sortie. Je voulais aller voir Sonny, mais j'avais aussi envie de passer plus de temps avec Indigo. J'ai pensé que notre chef blessé dormirait une grande partie de la nuit après son traumatisme, et après avoir bu de la vodka, donc nous aurions probablement l'occasion de parler beaucoup plus. J'étais gêné plus tard, quand Luke m'a dit que la seule personne qui pensait que je faisais du bon boulot pour cacher le béguin que j'avais pour Indigo, c'était moi-même. Je ne sais pas si Indigo le savait, mais en tout cas, elle le cachait bien. Elle était parfaitement gentille avec moi, ce qui la rendait encore plus appréciable. Je n'ai jamais ressenti que ma présence l'ennuyait. Je ne savais pas si les sentiments que j'éprouvais pour elle allaient devenir autre chose qu'un béguin, mais à ce moment-là, j'étais plutôt amoureux, et le simple fait qu'elle me donne l'heure me faisait me sentir au sommet du monde, malgré tout ce qui s'était passé ces dernières heures. Sonny était encore endormi, comme je m'en doutais, et nous avons passé les 2 heures suivantes dans le hall à bavarder tout en veillant sur lui. Nous avons appris à mieux connaître nos vies respectives avant la grippe, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle en sache plus que moi que Luke, Brooke et Ben réunis. Heureusement, elle semblait apprécier ce qu'elle a entendu. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais réagi à une rebuffade à ce moment-là. Finalement, nous avons constaté que Sonny allait continuer à dormir. Indigo m'a dit qu'elle voulait aller dans sa chambre pour dormir un peu. Alors, je suis allé faire de même. Hé, réveille-toi, mec! Quelqu'un m'a secoué, et j'ai ouvert les yeux pour voir Luke qui me regardait. Sonny est réveillé, il veut te parler. Quelle heure il est? Lui ai-je demandé, en m'asseyant et en regardant autour de moi. Il faisait encore nuit dehors, peu après 6 heures environ. Je me suis extrait de mon sac de couchage et je l'ai rapidement roulé pour qu'il soit plus facile à déplacer dans le camion quand nous partirons. Est-ce que Sonny t'a dit ce qu'il voulait? Pas à moi, a répondu Luke en haussant les épaules. Peut-être qu'il a découvert que tu es le responsable maintenant et qu'il veut te donner quelques conseils. Ou peut-être qu'il veut désigner quelqu'un d'autre, ai-je dit. Trop tard pour ça, mec, on a déjà voté. Je pourrais abdiquer, ai-je dit. Tu ne le feras pas, a-t-il dit. Nous savons tous les deux que t'avoir comme chef, c'est la meilleure chose à faire. Vraiment? Et toi? Tu sembles savoir comment gérer ce genre de choses assez bien. Je suis pas aussi intelligent que toi, mec, a dit Luke. Je n'ai pas ton instinct, qui nous a bien servi jusqu'à présent. En plus, dans n'importe quelle situation, j'ai tendance à m'accrocher à la première option qui me vient à l'esprit, et à la suivre sans y réfléchir en profondeur. En bref, je serai un leader assez décisif, mais probablement pas le meilleur. Je serais probablement trop impulsif, et je nous conduirais à un désastre. Waouh, on dirait que t'as bien réfléchi à tout ça. Ouais, il a hoché la tête. Maintenant, va voir ce que Sonny te veut. J'ai poussé un grognement en étirant mes muscles. Puis je me suis dirigé vers le hall, où nous avions laissé Sonny la nuit précédente. J'ai pensé à m'arrêter pour voir Indigo sur le chemin, mais j'ai décidé de la laisser dormir un peu plus longtemps, ce qui serait probablement apprécié,
sans parler du fait que je serais moins harcelé. J'ai trouvé Sonny, assis et alerte, bien que clairement affaibli, avec Ali à ses côtés. « Isaac, bon travail hier soir, » a dit Sonny. « Je sais que ce n'est pas idéal, mais tu devras conduire quand nous partirons. Je suis pas en état de le faire. » « Oui, je m'en doutais. Est-ce que tu te sens mieux ? » « Pour être honnête, ça fait un mal de chien, mais je pourrais conduire la seconde moitié du voyage jusqu'au New Hampshire. Écoute, j'ai un plan pour éviter que ça, il a montré sa blessure bandée, ne t'arrive. » J'ai hoché la tête et je me suis accroupi à côté de lui. « Dis-moi. » « Les rames de papier d'imprimante. Je leur ai demandé d'aller les chercher dans l'immeuble de bureau d'en face, a-t-il dit. On enlève les panneaux intérieurs des portes, on empile les rames de papier à l'intérieur, puis on remet les panneaux en place. Je crois avoir vu une émission de télé où il faisait ça, mais avec des annuaires téléphoniques. Ça va vraiment marcher ? Si nous n'avons affaire qu'à des tirs d'armes légères, cela devrait fonctionner assez bien. Mais si on est touché par quelque chose comme des armes anti-blindées, il a lancé un regard vers Ali, qui écoutait attentivement. Eh bien, espérons que nous n'aurons pas à faire face à quelque chose de plus lourd. Tu ne pourras pas baisser les vitres une fois que tu auras mis le papier à l'intérieur, mais il fait tellement froid que je suppose que ce ne sera pas un problème. Oui, je pense que personne n'y verra d'inconvénient, ai-je dit. Je vais m'en occuper. Au fait, je me suis aussi posé des questions sur les cartouches d'encre. Pourquoi en avoir collecté autant ? Au grenier, dans la base du support de sabre de samouraï, tu trouveras 15 ou 16 vieux détonateurs, le genre avec les fusibles qui peuvent être allumés avec une allumette ou un briquet. En soi, ils ne peuvent pas faire beaucoup de dégâts, mais je me suis dit qu'en les attachant chacun avec une cartouche d'encre, on pourrait faire des bombes à encre assez efficaces. En faisant exploser une sur le pare-brise d'un des véhicules de nos poursuivants, le conducteur serait bien embêté. « Où as-tu trouvé des détonateurs ? » « Où as-tu trouvé des détonateurs ? » Peu importe, ça n'a vraiment pas d'importance. Je vais demander à Luc de prendre du ruban adhésif et les cartouches, et de commencer à fabriquer les bombes, pendant que je m'occupe des portes du camion. Au fait, je sais que tu avais prévu de partir vers midi, mais je pense que nous devrions nous en aller plus tôt. Quand tu veux, dit Sonny. Ali m'a parlé du vote, et j'approuve. Tu es le chef maintenant, pour aussi longtemps que nécessaire. Juste le temps que tu te remettes sur pied, ai-je dit. On verra, a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. Peut-être as-tu un talent naturel pour le commandement. Étonnamment, un brouillard avait recouvert la ville pendant que je dormais, et la ruelle et les rues qui l'entouraient étaient enveloppées d'un épais brouillard blanc, si épais que même l'extrémité de la ruelle qui débouchait dans la rue était difficile à distinguer. Ça pourrait être pratique, ai-je pensé. Le brouillard pourrait aider à couvrir notre fuite. Il m'a fallu environ 1 heure, peut-être un peu plus, pour finir de blinder les portes du camion. Pendant ce temps, Luc et John avaient presque fini de fabriquer les bombes à encre. Je me suis dit que nous pourrions être sortis de là dès 9 heures du matin. Alors que je me dirigeais vers la porte latérale pour prendre mon sac de couchage, ainsi que le reste de mes affaires, j'ai entendu un grand coup. Cela provenait de l'avant du bâtiment. Et avec l'adrénaline qui montait dans mon système, j'ai jeté le matériel et couru dans le couloir alors que Ben arrivait en trombe de la réception. « Isaac, c'est les Tigers !» a-t-il dit à bout de souffle. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Il y en avait 4 à la porte, tous armés. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« Je suppose que nous devrions voir ce qu'ils veulent, » ai-je répondu. Une peur froide me saisissait le ventre. « Tu peux me rendre un service et aller chercher Luc et John ? Dis-leur ce qui se passe et demande-leur de me retrouver à la porte d'entrée. » Pendant que Ben se dépêchait, j'ai sorti mon revolver et je me suis assuré qu'il était bien chargé avant de le remettre au niveau de ma ceinture. J'ai ensuite ramassé le fusil d'assaut chinois posé contre le mur et j'ai commencé à marcher vers la porte d'entrée de l'académie. Je suis resté hors de vue de la rue en me baissant lorsque je passais devant les fenêtres. La porte d'entrée du bâtiment ressemblait à celle de nombreuses écoles que j'avais visitées. Des portes doubles solides, avec des fenêtres en verre renforcé obscurcies, occupant la moitié supérieure. Les portes avaient des barres de poussée à l'intérieur et des poignées pour tirer à l'extérieur. Mais elles étaient actuellement verrouillées et enchaînées. Le calme régnait à présent, et je ne pouvais distinguer personne à travers les fenêtres de la porte. Je me suis approché en silence, la sécurité du fusil désactivée, et je me suis aplati contre le mur à droite des portes, m'efforçant d'entendre quelque chose qui m'indique qu'ils sont toujours là. J'ai sursauté lorsque 5 coups violents ont fait trembler la porte sur ses charnières. « Je sais que t'es là, Sonny, toi et ta bande de petits protégés. Sortez, on veut juste vous parler. J'ai quelques questions à vous poser. »
J'ai reconnu la voix de Shane immédiatement. Elle avait le même ton arrogant, presque chantante, que celle que j'avais entendue dans le parking. « Mon frère Jack s'est fait tirer dessus. Tu te souviens de Jack, n'est-ce pas, Sonny? Mon petit frère. Et ensuite, quand j'ai retrouvé les bâtards qui l'ont tué, 2 autres de mes gars se sont fait défoncer, et ces chiens meurtriers se sont enfuis dans un camion. Et devine quoi? Ce putain de camion est juste garé dans l'allée à côté de votre immeuble. » Sonny connaissait gars bien mieux que je le pensais. Ou il le connaissait. Shane a continué, avant que je puisse ruminer davantage cette prise de conscience. « Un des gars qu'on a tué portait tes couleurs, Sonny. Je sais que tu as le Lawai qui a tué Jack là-dedans. Livre-le-moi et on pourra mettre tout ça derrière nous. » J'ai attendu qu'il termine, et je me suis adressé à la porte calmement. « Sonny n'est pas disponible pour le moment, » ai-je dit. « Je serais heureux de transmettre votre message et vos préoccupations. » Quoi? Tu crois que c'est une putain de blague? Dis à Sonny de sortir d'ici maintenant. Je m'en fous qu'il se soit éloigné de nous il y a 4 ans. Quand on est un Red Tigers, on le reste à vie. C'est donc comme ça que Sonny en savait autant sur eux. Encore une fois, je transmettrai le message. Encore des jurons, puis les voix se sont tues. J'ai vu Luke et John entrer dans le couloir, et je leur ai fait signe de se cacher. Quittant ma position près de la porte, je me suis collé au mur et me suis furtivement dirigé vers eux. « On pourra avoir un problème ici, les gars, » ai-je dit calmement. « Allez vérifier le camion dans la ruelle, très soigneusement, pour voir s'il le surveille. Si la voie est libre, faites embarquer tout le monde aussi vite que possible. Prenez mes affaires si possible. Toutes les bombes sont prêtes? On en a encore environ 3 à faire, » a dit Luke. « Ok. Assurez-vous de les emballer dans le taxi. Luke, tu seras à l'avant avec moi, » lui ai-je dit. « Nous pouvons finir de faire les dernières bombes sur la route. »« Que vas-tu faire ?» m'a demandé John. « Rester et surveiller la porte, bien sûr, » ai-je répondu. « Revenez tout de suite si le camion est surveillé. Sinon, faites charger tout le monde dès que possible et envoyez quelqu'un me chercher. »« Ok, on s'en occupe, » a dit John. Je l'ai regardé faire demi-tour avec Luke et se précipiter dans le couloir. Je me suis alors retourné vers la porte, me suis agenouillé, ai porté le fusil d'assaut à mon épaule et attendu. Quelques minutes se sont écoulées avant qu'il ne frappe à nouveau à la porte. « Dernière chance, Sonny !» Cette fois, je n'ai pas répondu. J'entendais leur voix, mais je n'arrivais pas à distinguer les mots, même si j'avais l'impression que Shane commençait à perdre patience. Un autre coup fort, et le verre de sécurité de la porte s'est brisé, aspergeant le sol devant moi de verre. Le renforcement en fil de fer s'est courbé vers l'intérieur et a résisté à 2 autres coups violents de batte de baseball en aluminium, avant de céder au 4e. L'extrémité de la batte est passée à travers la fenêtre et a fait le tour des bords pour faire tomber les derniers éclats de verre. Un bras est passé à travers, atteignant la barre de poussée pour ouvrir la porte. J'ai appuyé sur la gâchette. Mon sélecteur était bien réglé cette fois, et j'ai mieux visé. Le fusil d'assaut a tiré 3 coups successifs, tous frappant le mur à côté de la porte en guise d'avertissement. Le bras a disparu immédiatement, et 1 seconde plus tard, un barrage de tirs d'armes légères s'est abattu sur la porte. Je me suis réfugié derrière un mur, alors que les balles se percutaient sur les murs du couloir. « Ils arrivent ?» a demandé Luke du coin au bout du couloir. « Bientôt, je pense. » La grêle de balles s'est atténuée, puis s'est arrêtée complètement. J'ai jeté un coup d'œil à la porte, qui ressemblait maintenant à un gruyère. Il n'y avait aucun mouvement. « Tout le monde est chargé et prêt ?» ai-je demandé, de la manière la plus calme possible. Luke a passé la tête dans le coin et a hoché la tête avant de tendre une cartouche sur laquelle était collé un détonateur. La mèche faisait 15 cm. « On allume ce bad boy et on le fait glisser dans le couloir avant qu'il n'entre, » dit Luke. « Je parie que ça leur fera une sacrée surprise. » J'ai vu une autre ombre à la fenêtre. Ils ont manifestement supposé que celui qui était de l'autre côté était mort ou s'était enfui. Le bras est repassé par la fenêtre, cherchant à l'aveuglette la barre qui l'ouvrait. « Fais-le !» Je l'ai regardé allumer la mèche avec un briquet et faire glisser la cartouche d'encre dans le couloir vers la porte. Elle est passée à côté de moi et s'est arrêtée dans le verre brisé à quelques mètres devant les portes. La mèche allumée, crachant comme celle d'une bombe d'un dessin animé de Looney Tunes. J'ai quitté ma position et j'ai couru dans le hall en passant devant Luke. « Allez !» ai-je crié.
Nous étions à peu près à mi-chemin de la porte latérale lorsque nous avons entendu la bombe à encre exploser derrière nous avec une forte détonation. Nous n'avions aucun moyen de savoir si elle avait blessé ou même ralenti l'un des Tigers. Mais le bruit de l'explosion a donné à mon cœur un vif sursaut d'excitation. J'ai ressenti une étrange exaltation et j'ai soudain compris le sens du terme « accro à l'adrénaline ». Chapitre 3. Le brouillard était toujours aussi épais dans l'allée quand Luc et moi nous sommes précipités vers le camion. Sonny a confirmé qu'il n'y avait aucun signe des Tigers. Cela m'a étonné. De toute évidence, il savait que le camion était ici. Shane l'avait spécifiquement mentionné. Peut-être ne s'attendait-il pas à ce que Sonny s'enfuit. Quelle que soit la raison, cela n'avait pas d'importance. Cela nous a rendu la vie un peu plus facile pendant 1 minute ou 2. Luc et moi avons vérifié à l'arrière pour nous assurer que tout le monde était à l'intérieur et prêt. Ils avaient fait un bon travail au niveau de l'emballage. Des boîtes d'équipement avaient été empilées et attachées contre les murs latéraux. Cela n'offrirait qu'une faible protection en cas d'attaque généralisée, mais pourrait nous protéger contre une balle perdue. Quelqu'un a eu le bon sens d'accrocher des cordes aux treillis métalliques qui bordent le toit de la remorque. Et Sonny a demandé à tout le monde d'enrouler les cordes autour de leurs poignets et de les saisir pour offrir une certaine stabilité contre le mouvement du camion. Je lui ai fait signe du pouce avant que nous abaissions la porte et la sécurisions. Luc et moi, nous sommes précipités vers le taxi où Indigo nous attendait déjà. Comme elle était du coin, elle s'était portée volontaire pour nous faire sortir de la ville à la place de Sonny qui était blessée. Elle s'est installée au milieu et Luc et moi sommes montés de chaque côté d'elle. Elle avait l'air stressée et tenait fermement le revolver que je lui avais donné, comme si elle se préparait à l'utiliser à tout moment. « Personne à l'horizon », a-t-elle dit en indiquant le bout de la ruelle au loin. « Mais ça pourrait être à cause du brouillard. Vous devriez vous dépêcher. » J'ai démarré le camion avec l'intention de le laisser chauffer quelques minutes, mais j'ai dû me dépêcher lorsqu'une silhouette est apparue à travers le brouillard dans la ruelle. Il a jeté un coup d'œil et s'est enfui, sans doute pour aller prévenir Shane de notre fuite imminente. J'ai mis le moteur en marche et le camion s'est emballé. J'ai un peu honte de dire que j'ai renversé quelques poubelles en chemin, et à un moment donné, le rétroviseur extérieur du côté passager a raclé le mur de briques alors que nous prenions de la vitesse et descendions la ruelle. Je ne savais pas si des Tigers nous attendaient au bout de la ruelle ou non, mais je savais que je ne m'arrêtais pas s'ils étaient assez stupides pour essayer de bloquer notre fuite en se mettant en travers de notre chemin. Je n'ai ralenti que légèrement alors que nous nous approchions de l'entrée de la ruelle. « Tourner à droite est le moyen le plus rapide d'arriver à une autoroute », a dit Indigo, la voix serrée à cause de sa nervosité. « Ouais, je sais, mais ça nous fera passer juste devant la porte d'entrée », ai-je répondu. « Ils vont nous tirer dessus, c'est sûr, et à cette distance, ils manqueront sans doute pas leur cible. »« À gauche alors, et autour du bloc », a-t-elle suggéré. J'ai hoché la tête et retiré mon pied de la pédale de frein. Le camion accélérait à nouveau lorsqu'une silhouette est sortie du brouillard sur la droite. C'était Shane. Sa main droite et la manche de sa veste étaient couvertes d'encre noire. Je n'ai pas eu le temps de jubiler, car cette même main couverte d'encre tenait un pistolet qu'il levait calmement vers nous. Mes yeux ont croisé les siens, et je l'ai vu montrer les dents alors qu'il commençait à tirer sur le camion. J'ai tressailli, essayant de me faire aussi petit que possible, tandis que Luc et Indigo se sont réfugiés sous le tableau de bord. Soit il était mauvais tireur, soit il essayait de mettre le camion hors service plutôt que de nous tuer. La vitre du côté passager a explosé sous l'impact d'une balle, et d'autres ont frappé l'avant et les portes du camion. J'ai serré les dents et conduit le camion droit sur lui. Il a sauté hors du chemin juste avant que je ne le heurte, et j'ai pivoté sur la gauche, prenant le virage beaucoup trop vite. Indigo et Luc ont crié, comme s'ils étaient dans des montagnes russes, alors que le camion s'inclinait dangereusement, puis se redressait avant que j'accélère dans la rue, loin de l'académie et des Tigers. Le temps que je vérifie le rétroviseur, Shane était déjà loin dans le brouillard derrière nous. « Tout le monde va bien ici ?» ai-je demandé. « Ouais, » dit Luc, en balayant le verre brisé de ses genoux sur le sol. On dirait que l'armure en papier a bien fonctionné. Indigo ? Oui, je vais bien, a-t-elle dit, la voix solennelle. Sans fenêtre, le trajet va être plutôt froid. Augmentez le chauffage, ça pourrait aider. Luc, aide-moi à faire le guet derrière nous.
Je vais conduire de manière aléatoire pendant un moment, au cas où nous serions poursuivis. Pas de problème, mec, a dit Luke, les yeux rivés sur le rétroviseur côté passager. Il l'a tendu et l'a ajusté pour mieux voir à l'extérieur, à tel point que celui-ci ne m'était plus d'aucune utilité à présent. Nous avons traversé le brouillard, à toute vitesse, bien que le terme « à toute vitesse » soit un peu ambitieux. Par un jour brumeux comme celui-ci, rouler à 48 km/h était un peu trop rapide. Brumeux ? Ah oui, c'est un de mes mots préférés. Je l'ai appris en lisant des dictionnaires et des thésaurus pour le plaisir, quand j'étais enfant. C'est mon côté intello que je dois à ma mère. Elle était professeure d'anglais. Quoi qu'il en soit, ce mot se dit de quelque chose qui est chargé de brume, rempli de nuages lourds ou de brouillard. Une météo froide et sans soleil en gros. Ajoutez à cela la neige et la glace, et le jour où nous avons quitté l'académie correspond à cette définition. En fait, il pourrait bien s'agir du jour le plus brumeux de tous les jours brumeux que j'ai connus. Après avoir tourné à droite et à gauche au hasard pendant 10 ou 12 pâtés de maison, il n'y avait toujours aucun signe de poursuite, et je commençais à être complètement perdu. La radio du camion avait bafouillé quelquefois, mais il semblait que les Chinois ne parlaient pas trop non plus ce matin-là, attendant probablement que le brouillard se dissipe, je suppose. Finalement, j'ai arrêté le camion à une intersection. Je pense que c'est assez de détour pour les mettre sur une fausse piste. On doit prendre quelle direction pour partir d'ici, Indigo ? Elle a pris quelques instants pour observer les environs. Si tu fais demi-tour et retournes à la dernière intersection, tourne à gauche et tu seras à Park Avenue. Ça devrait nous amener jusqu'au nord de la ville, avant de rejoindre la I-190. J'ai dit, ça me paraît bien. Puis j'ai mis le camion en marche avant, et j'ai conduit vers l'avant et sur la droite. Un demi-tour était impossible, alors je me suis arrêté à nouveau, et j'ai mis la marche arrière, faisant un virage au milieu de l'intersection. Que la fête commence! Pour être honnête, j'étais content que ce soit Indigo qui soit assise devant pour me donner les directions. Le fait qu'elle soit assise près de moi dans le taxi m'a fait me sentir bien. Cela a réchauffé mon cœur, même s'il faisait sacrément froid avec la fenêtre de Luc cassée. J'étais même surpris de penser aux filles, vu le danger qu'on courait. Nous avons trouvé Park Avenue assez facilement, exactement là où Indigo l'avait désigné, et j'ai tourné dans la direction qu'elle avait indiquée. Plus nous allions vers le nord, plus le brouillard était épais, au point que je pouvais à peine distinguer les bâtiments le long de la rue. J'ai dû ralentir considérablement. Je ne voulais pas heurter des voitures abandonnées ou des obstacles. La visibilité était si mauvaise que je n'aurais pas pu m'arrêter à temps, même à une vitesse de 40 km/h. Tout en restant attentif à tout mouvement ou signe de poursuite, nous avons discuté pendant que le camion avançait vers le nord sur Park. Mon avis sur Indigo n'a été que renforcé par notre conversation. Elle était de loin la personne la plus étonnante que je n'ai jamais rencontrée. Je dois admettre que j'étais un peu jaloux ce jour-là, car Indigo comprenait beaucoup mieux que moi les références aux jeux vidéo de Luc. C'était aussi la première fois que Luc parlait de sa sœur, Rose. Quand ses parents ont divorcé il y a 4 ans, Rose avait 5 ans, et les tribunaux ont partagé la garde. Luc était resté avec son père, tandis que Rose était partie avec sa mère à Chicago. Luc a même parlé d'aller à Chicago pour retrouver Rose, comme une sorte de grande quête future. J'avais personnellement des doutes sur la faisabilité d'une telle mission, mais je pouvais totalement comprendre son envie d'essayer. Parler d'elle m'a fait repenser à ma famille, et j'ai rapidement enterré les émotions douloureuses qui accompagnaient ce souvenir. Heureusement que j'avais rapidement décidé de prendre le chemin de la sortie de la ville. À 3 reprises, dans les 6 ou 8 premiers pâtés de maison de Park Avenue, nous avons dû contourner des véhicules sur la route. Si nous avions essayé de partir à grande vitesse dans l'épais brouillard, nous serions presque certainement entrés en collision avec l'un d'eux. J'ai pensé à l'autoroute qui s'était transformée en parking à Fort Carter, et je me suis demandé si nous allions rencontrer une pagaille similaire lorsque nous avons finalement trouvé l'entrée de l'autoroute de Worcester. Je ne pensais pas que ce serait le cas. Les Chinois semblaient être beaucoup plus actifs dans cet état et auraient certainement commencé à déblayer les autoroutes pour leurs propres besoins, tout comme nous avions entendu dire qu'ils avaient déblayé les corps de Warwick en utilisant des enfants américains comme esclaves. Le silence et le vide de la conduite à travers la ville étaient surréalistes. Je commençais enfin à me sentir un peu mieux quant à la possibilité de sortir de là en toute sécurité, lorsque nous avons entendu le vrombissement sourd de motos qui résonnait encore plus fort que le bruit du camion.
Et merde, a dit Luke. Je pense que les Tigers sont à nouveau à nos trousses, a dit Indigo. Un gang de rue qui conduit des motos, a dit Luke de façon incrédule. Ce serait de la folie. Si c'est le cas, nous pourrions avoir des problèmes, ai-je dit, en regardant dans mon rétroviseur latéral pour voir si je pouvais distinguer des formes dans l'épais brouillard derrière nous. Je savais que c'était inutile. Ils seraient presque à notre niveau avant de les apercevoir. Je m'inquiète pour les gars à l'arrière s'ils arrivent derrière nous. Alors que les fournitures emballées le long des parois extérieures offraient une certaine protection contre les tirs frappant les côtés du camion, pour des raisons évidentes, il n'y avait rien contre la porte arrière du camion. Tout ce qui se trouvait entre les passagers et les balles potentielles venant de l'arrière était une porte roulante, qui n'avait clairement pas été conçue pour les arrêter. « Tu pourrais te garer à la prochaine intersection, et nous pourrions attendre qu'ils passent, » a dit Luke. « Il n'y a aucune raison que ce soit les Tigers. Comment pourraient-ils réellement nous traquer dans ce brouillard ? Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. »« C'est eux, » ai-je dit. Il n'a pas discuté. Je ne voulais pas être une cible facile sur le bord de la route quand ils nous trouveront. Il était préférable de leur donner une cible mobile. « Je pense que Luke a raison, » a ajouté Indigo. « Pas sur le fait que ce soit quelqu'un d'autre, ce sont les Tigers à coup sûr. Mais je pense que nous devrions prendre une rue latérale et les laisser passer. Nous ne devrions pas attendre trop longtemps. Cependant, le brouillard va nous cacher pendant un certain temps. Mais je pense que ce serait une bonne idée de rester en dehors de la ville le temps qu'il se dissipe. » Je les ai regardés tous les deux. « Tu es sûr ?» Ils ont tous deux hoché la tête. J'ai ralenti le camion et tourné à droite à l'intersection suivante. Nous avons conduit un bloc avant de conduire le camion sur le côté de la rue. « Est-ce que quelqu'un a repéré le nom de la rue dans laquelle nous sommes ?» a demandé Indigo. J'ai un peu perdu mes repères dans le brouillard. Personne n'avait noté le nom de la rue. « Je dois arrêter le camion ?» ai-je demandé. J'avais peur que le grondement du moteur se propage dans le brouillard, tout comme le rugissement des motos. « Ouais. Pourquoi ne pas aller de l'avant et l'éteindre pendant quelques minutes, Isaac ? Je vais faire un saut dehors pour trouver sur quelle route nous sommes. »« Ok, mais fais attention. » Luke a sauté du camion et a couru dans le brouillard. Quelques minutes plus tard, il était de retour, à la porte du côté passager, et nous avons entendu les motos passer l'intersection où nous avions tourné. Elle n'était qu'à 1 minute et demie derrière nous, et j'étais heureux d'avoir suivi la majorité et de m'être arrêté. Luke est remonté dans la cabine. On est sur la rue Foster. Ok, super. Je me doutais qu'on était ici, mais le brouillard rend les choses si différentes, a dit Indigo. Si on va à un autre bloc et qu'on tourne à gauche, on devrait être sur une rue qui mène à Park. C'est bon d'entendre ça, a dit Luke. On n'est pas obligé de rester assis ici et d'attendre. Je préfère repartir tout de suite. Ça, c'est le genre d'enthousiasme que j'aime, ai-je dit, en remettant le camion en marche, alors que le bruit de nos poursuivants s'estompait au loin. L'enthousiasme n'a rien à voir là-dedans, a gloussé Indigo. Je pense que Luke a réalisé que le chauffage ne fonctionnait pas quand le camion n'était pas en marche. Eh bien, c'est une autre raison, oui, a dit Luke avec un sourire. Cette route a un virage, donc dans 1,5 km, elle rejoindra Park Avenue, a dit Indigo. Ok, c'est une bonne chose. Et c'était le cas, jusqu'à ce qu'on tienne compte du brouillard et de la faible vitesse de conduite. Au moins, nous n'avons pas eu à essayer de dépasser les motos. Ça me rappelle un peu la configuration d'un vieux PC, a dit Luke. Ses yeux regardaient attentivement devant lui, à travers l'épais brouillard qui nous recouvrait. Par vieux, je veux dire vraiment vieux. Je l'ai trouvé dans une boîte de vieux jeux de mon père, et j'ai dû utiliser un émulateur pour qu'il fonctionne sur notre ordinateur. Au départ, un groupe de personnes se perdait dans un brouillard épais comme celui-ci, et était transporté dans un monde magique. On devrait avoir de la chance, ai-je dit, en contournant un minivan assis au milieu de la rue. Je sais pas, mec, a répondu Luke. Ce monde magique était plein de dragons, de vampires et d'autres saloperies. Je sais pas combien de temps on tiendra là-dedans. C'est un choix difficile, a dit Indigo. Dragons et vampires ou tigers et soldats ennemis. Ils semblent aussi dangereux l'un que l'autre, si vous voulez mon avis. Ouais, je prendrais probablement un vampire plutôt que Shen. Il a l'air de vouloir m'arracher la gorge de toute façon, ai-je dit. A dit Luke. Peut-être qu'il est dans le brouillard, attendant de sauter sur le camion et de tirer par la fenêtre. C'était dit à la légère, mais j'ai senti les poils de ma nuque se dresser. Les rues vides, enveloppées de brouillard, me donnaient la chair de poule. Et mon malaise était aggravé par la remarque très descriptive de Luke. Et je pense qu'il a senti mon angoisse.
Désolé, tout ce brouillard m'a juste rappelé le jeu, c'est tout. Pas de souci. C'était un bon jeu? Ai-je demandé. C'était pas mal, pour un ancien jeu avec des graphismes merdiques. Il semble que mon humeur pensive ait été contagieuse, et nous sommes tous restés silencieux alors que nous avancions sur 2 blocs de plus. Une question me trottait dans la tête, mais je n'allais pas la soulever dans notre situation actuelle. Ma question était de savoir pourquoi nous n'avions pas vu de cadavres dans les rues, à l'exception d'une poignée dans des voitures couvertes de neige. Probablement parce que le virus, la grippe de Pyongyang, était assez lent à agir sur une base individuelle. Si je prends Alan et Eleanor par exemple, les adultes infectés seraient tombés malades jusqu'à 24 heures avant de mourir. Si c'était le cas, la plupart d'entre eux seraient morts à l'intérieur, blottis dans leur lit, pendant que leurs enfants essaieraient de s'occuper d'eux. Et les enfants? Il fallait supposer que les plus jeunes étaient probablement encore enfermés à l'intérieur avec leurs parents morts, et que les plus âgés, comme nous, étaient terrés en attendant de l'aide, ou erraient en essayant de se frayer un chemin dans ce nouveau monde. Ça, où ils étaient déjà devenus les esclaves des Chinois. Une nouvelle vague de haine envers le gouvernement chinois m'a envahi. Une haine pour ce qu'ils avaient fait au peuple américain. Tout ça pour avoir de la place pour leur population toujours croissante. Ce n'était pas une question de race. La Chine a peut-être fonctionné comme une société capitaliste au cours des 20 dernières années, mais c'était, sans aucun doute, un régime totalitaire impitoyable, et comme Yuan l'avait laissé entendre, personne n'avait le choix une fois que les dirigeants avaient décidé d'attaquer l'Amérique. J'ai fait une promesse silencieuse de les faire payer quand je serai en mesure de le faire. J'ai remarqué un point lumineux au-dessus de ma tête. Le soleil luttait contre le temps pour dominer la journée, et il semblait que ce serait qu'une question de temps avant que la brume épaisse et étouffante ne commence à se dissiper. Est-ce qu'on sortira de Wester avant ça? Je me suis posé la question. Il y avait plusieurs choses sympas, a dit Luc, rompant le silence. Il m'a fallu un moment pour réaliser qu'il parlait à nouveau du jeu. Si tu pouvais passer outre les graphismes désuets, certaines quêtes et options de dialogue étaient plutôt amusantes. Raconte-nous. J'ai pensé que le bavardage de Luc pourrait être un bon moyen d'évacuer la tension croissante dans la cabine du camion. Indigo était assise, raide sur son siège, sa main agrippant le tableau de bord, visiblement sur les nerfs. Autant que je m'en souvienne, il fallait créer des aventuriers, et lorsque le jeu commençait, vous étiez des gardiens d'un royaume, envoyés pour enquêter sur un mystérieux brouillard. Gardien d'un royaume? Je pensais que t'avais dit que le brouillard te transportait dans un pays magique dans le jeu, ai-je dit. Ouais, tout à fait. Mais on commence dans l'un d'entre eux également. La brume vous a déplacé dans un autre pays magique, car lorsque le brouillard se lève, vous vous trouvez dans une ville désertique avec des monuments de style égyptien, plutôt que dans le cadre médiéval de style européen avec lequel le jeu a commencé. Ah, je vois, ai-je dit. En vérité, je n'étais pas très attentif. J'étais concentré sur la conduite à travers le brouillard, mais le son de sa voix était réconfortant. On commence dans une hutte, où une vieille gitane vous donne des indices sur l'endroit où vous devez commencer votre quête pour vaincre le souverain maléfique du désert. Au fur et à mesure que vous avancez, vous combattez des monstres et gagnez des niveaux, ce qui rend vos personnages plus puissants jusqu'à ce que vous finissiez par vaincre le souverain, qui est une ancienne momie mort-vivante, du dernier pharaon ou quelque chose comme ça. En chemin, vous devez répondre à l'énigme du Sphinx, sauver des gens et explorer les catacombes sous un temple. Ça a l'air cool, ai-je répondu. C'était quoi le nom du jeu? Damned, si je me souviens bien. Donc c'était plutôt un jeu style RPG? A demandé Indigo. La plupart des jeux dont tu parles sont des jeux de combat ou des jeux de tir. Je savais pas que t'aimais les jeux de rôle. Je suis un joueur qui aime tous les styles, a répondu Luc avec un sourire. Les seuls jeux que j'évite activement sont les jeux de danse. Bah pourquoi? Tu serais super à Dance of Evolution, a dit Indigo avec un sourire. Je ne pouvais pas dire si elle le taquinait ou non, mais leur badinage m'a soudainement rendu encore plus tendu que je ne l'étais. Étais-je vraiment jaloux de Luc parce qu'Indigo le taquinait et pas moi? Oh, tu dis ça parce que tu m'as jamais vu essayer de danser, a dit Luc. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans ce jeu. Il n'y avait pas beaucoup de contenu, donc il m'a pas fallu longtemps pour le finir. Juste quelques jours de jeu pendant les vacances de printemps, il y a quelques années. Je pense que c'est Park Avenue qui se profile devant nous, a dit Indigo, changeant heureusement de sujet. Celle qui traverse cette rue à un angle.
Prépare-toi à faire un virage serré à droite. Ouais, je la vois, ai-je répondu, en regardant à travers la brume et en voyant le vague contour d'une intersection. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, et le camion a fait une embardée alors que nous tournions le coin. C'est alors qu'Indigo a pris une grande inspiration. J'ai appuyé sur les freins, et le camion s'est arrêté bruyamment. Un camion abandonné bloquait le passage devant, et sur la voie restante, 2 motos étaient délibérément placées. « Et merde !» a dit Luc dans son souffle. Un instant plus tard, le bégaiement saccadé d'une mitraillette a éclaté sur notre gauche. Chapitre 4. Nous nous sommes instinctivement baissés lorsque ma vitre a volé en éclats et que les balles ont commencé à frapper ma porte avec force. Quelques balles perdues ont pénétré dans la cabine, mais le renforcement en papier de la porte a semblé tenir le coup, et nous avons résisté à la tempête de balles jusqu'à ce qu'elle ralentisse et cesse enfin. J'ai risqué un coup d'œil rapide, et j'ai vu 2 Tigers, que je n'ai pas reconnus, s'avancer vers nous en rechargeant ce qui semblait, à mon œil amateur, à des pistolets mitrailleurs. Nous n'avions que quelques secondes avant qu'ils ne recommencent à tirer. « Donne-moi une de ces bombes, vite !» ai-je dit à Luc. Il a fait ce que je lui ai demandé, sans poser de questions, et dès que j'ai eu l'arme en main, je l'ai lancée par la fenêtre du conducteur. Elle s'est arrêtée en sifflant et en crachant à quelques mètres devant les tireurs. Ils l'ont tous deux regardé avec surprise pendant une fraction de seconde, avant que le plus éloigné des deux ne se retourne et s'enfuit. Son compagnon n'était pas aussi rapide, peut-être encore en train de décider de ce que c'était, quand le coup est parti. L'explosion était beaucoup plus forte que je ne l'avais prévu, et il est tombé à genoux, en hurlant et en se tenant le visage. J'ai appuyé sur l'accélérateur et nous sommes partis en trombe, alors que son ami se précipitait vers lui et commençait à l'aider à se relever. J'ai foncé sur les motos, le camion roulant sur elles, on pouvait entendre un craquement de métal tordu et de verre brisé. J'ai accéléré dans la rue, conduisant bien trop vite compte tenu de la faible visibilité, et j'ai juste espéré qu'il n'y avait rien sur notre chemin. Nous avons entendu le faible cliquetis des tirs de mitrailleuse derrière nous, mais cette fois, je ne pense pas qu'il nous ait touchés. « Bien joué, mec !» a lancé Luc. « Est-ce que tout le monde va bien ?»« Oui, ça va. Je ne suis pas touché, » a dit Indigo. « Je vais bien, » ai-je répondu. Puis tout à coup, nous avons entendu le vrombissement sourd des motos par-dessus le vent qui passait par les fenêtres. « Merde !» a crié Indigo. L'adrénaline coulait encore dans mes veines depuis notre récente rencontre, et à la façon dont Luc et Indigo s'agrippaient au tableau de bord lorsque j'accélérais, je savais qu'ils le ressentaient aussi. Les prochaines minutes allaient être cruciales. Il n'y aurait pas de négociation avec les Tigers s'ils parvenaient à stopper le camion. « Ils sont derrière nous », a dit Luc inutilement, en regardant dans son rétroviseur latéral, le seul qui nous restait. « Ils sont combien ?»« Merde !» a dit Indigo, en se penchant vers le côté de Luc pour voir par elle-même, puis en revenant vers moi. « Ils sont au complet. »« Ouais, il y en a au moins 6, dit Luc en chargeant la glissière de l'arbalète, une arme qui, dans les circonstances actuelles, semblait terriblement inutile. Et ce ne sont que ceux qui sont assez proches pour voir à travers le brouillard. Il s'est retourné pour se mettre à genoux sur le siège, face à l'arrière, et s'est penché par la fenêtre. Il a essayé de s'arc-bouter et de viser nos poursuivants avec l'arbalète, mais a abandonné après quelques secondes. J'avais jamais réalisé à quel point il était difficile de tirer en arrière depuis un véhicule en mouvement. Je vais juste gaspiller des flèches si j'essaie de leur tirer dessus, a-t-il dit en se retirant à l'intérieur. On pourrait lancer d'autres bombes derrière nous, a suggéré Indigo. Ça vaut le coup d'essayer, dit Luc, en prenant une des bombes à encre sous le siège et en sortant son briquet de sa poche. Combien de temps tu penses qu'on devra attendre avant de la lancer ? Je ne sais pas, ai-je dit. Mais surtout le laisse pas se déclencher ici, sinon on est foutu. C'est déjà assez difficile de voir comme ça. Je vais faire de mon mieux. Il a alors allumé la mèche et a attendu qu'elle ait à moitié brûlé avant de la jeter par la fenêtre. Oh merde, a-t-il dit après quelques secondes. Les Tigers l'avaient dépassée au moment où elle a explosé. Et c'est encore, a encouragé Indigo. Elle avait déjà une autre bombe à encre prête pour lui. Je sais que tu vas y arriver cette fois. C'est revenu, ce pincement au cœur. Elle ne le taquinait pas, elle l'encourageait juste. Mais ça m'a quand même fait un peu tiquer. Vraiment ? Tu penses à ça maintenant, Isaac ? Me suis-je dit. Reprends-toi, bordel ! À quelle distance sont-ils ?
ai-je crié par-dessus le bruit de vent qui s'engouffrait dans la cabine. Environ une longueur de camion en arrière, a répondu Luc. Peut-être la laisser brûler jusqu'à 6 millimètres cette fois, ai-je dit, en pensant au temps qu'il avait fallu pour la faire sauter avec 1 centimètre de fusible restant lorsque je l'avais lancée sur les tireurs. Oui, jette-la par la fenêtre, dit Indigo. Laisse-les venir à elle. Ok, a-t-il dit en allumant la seconde mèche. Il la laissé brûler presque entièrement avant de la lâcher et de sortir la tête pour observer le résultat. Cette fois, la détonation était assez forte pour être entendue dans le camion et était accompagnée d'un bruit de pneus crissant et de métal raclant. « Oh ouais !» a-t-il rugi en se retirant à l'intérieur, un grand sourire aux lèvres. L'une des motos a glissé et 2 autres l'ont percuté. Le reste a ralenti et est reparti dans le brouillard. J'ai gardé la pédale d'accélérateur enfoncée aussi loin que possible, n'ayant à faire qu'un seul écart pour éviter une voiture au milieu de la route, la manquant de peu alors qu'elle surgissait inopinément du brouillard. Nous pouvions encore entendre les motos qui nous suivaient, mais elles restaient cachées dans le vide opaque qui s'étendait derrière le camion. « L'autoroute est à combien de kilomètres ?» ai-je demandé à Indigo. « Environ 3 kilomètres. Oh mon... Tu saignes, Isaac, a-t-elle dit. « Quoi ? Tu saignes de la joue ?» Elle m'a regardé tendre la main vers ma joue et ne rien sentir. « Ton autre joue !» J'ai tendu la main vers mon autre joue. J'ai senti une croûte froide sous mes doigts et j'ai réalisé que le vent qui fouettait ma fenêtre brisée avait dû geler le sang sur mon visage. J'ai senti une ligne irrégulière au-dessus du sang gelé et presque instantanément, ma joue a commencé à me faire mal. L'adrénaline dans mon système m'avait permis d'aller de l'avant sans même me rendre compte que j'étais blessé. Mais maintenant que je le savais, je le sentais vraiment. « J'espère que c'est pas trop grave, » ai-je dit. « On dirait que c'est du verre qui t'a coupé. Probablement quand on a tiré dans la fenêtre et qu'elle a volé en éclats, » a dit Indigo. « Je l'examinerai quand nous aurons l'occasion de nous arrêter un moment. »« Tu pourrais te retrouver avec une sacrée cicatrice, chef, » a dit Luc, en regardant ma blessure dans la cabine. Il avait presque l'air envieux. « J'ai pas vraiment envie d'avoir une cicatrice sur mon visage, d'avoir l'air d'un bad boy ou je sais pas quoi, » ai-je dit. « Mec, je suis un peu surpris de t'entendre dire ça. Je pensais que tu aimerais avoir le look du héros balafré. »« Ne t'inquiète pas, Isaac. Je trouve les cicatrices sexy, » a dit Indigo, et j'ai senti mes joues brûler, au point de faire fondre le sang gelé de ma blessure. Peut-être qu'avoir une cicatrice sur mon visage ne serait pas si mal que ça, après tout. Maintenant ralenti, nous sommes presque arrivés à la bretelle d'autoroute. Chapitre 5. Nous n'étions pas sur l'autoroute depuis longtemps lorsque le brouillard a commencé à se dissiper, et avant même de nous en rendre compte, nous roulions dans une Nouvelle-Angleterre, claire et glaciale. Luc a signalé que les motos nous suivaient toujours, mais qu'elles avaient reculé d'une certaine distance. « J'espère que ces salauds tenaces ne nous poursuivront pas jusqu'au refuge, » a dit Luc, les yeux rivés sur le miroir. « On les mènera certainement pas là, » ai-je répondu. « Espérons qu'ils abandonnent avant que nous ayons à faire quelque chose de radical. » Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes. Notre bonne humeur à l'idée d'avoir échappé temporairement à nos poursuivants était soudainement atténuée par ce dont nous étions témoins. L'autoroute était libre de tout véhicule, mais pas par coup de chance. Il devrait y avoir un embouteillage énorme à un moment donné, alors que les gens essayaient de fuir la ville, mais maintenant les véhicules étaient empilés et entassés sur les côtés de la route, comme si un enfant irascible avait balayé ses jouets hors d'une piste dans un accès de rage. Ce n'était pas le pire. Il y avait aussi des corps. Certains pendaient des voitures, d'autres étaient à moitié enterrés dans les congères qui se formaient sur les épaves. J'ai jeté un coup d'œil à Indigo et j'ai vu des larmes dans ses yeux, tandis qu'elle prenait connaissance de l'horrible spectacle. Des larmes amères, venues brûler mes propres yeux. Je n'ai pas essayé de la réconforter. Nous verrions probablement bien pire que cela avant d'atteindre le refuge. Les Chinois avaient dégagé l'autoroute et on pouvait supposer qu'ils faisaient de même pour toutes les routes principales entre les villes, afin de faciliter leur prise de contrôle et le repeuplement du continent conquis. C'était logique. Luc a regardé dans le rétroviseur. « Ils nous traquent toujours. Je suis content que leur petit convoi de motos n'ait pas fait tomber les Chinois sur nous, » a-t-il déclaré. « Pas encore, ai-je dit. »« Ouais, pas encore. Ça me rappelle...
Je n'ai pas entendu. Oh merde! J'ai jeté un coup d'œil dans sa direction, puis la radio CB sur le tableau de bord et mon estomac a fait volte-face. L'une des balles qui avait traversé ma fenêtre avait déchiré le côté de celle-ci. Ça fait au moins une demi-heure qu'on roule en sourdine. Toute cette foutue armée chinoise pourrait nous attendre au prochain virage, et nous n'en saurons rien. Oh, eh bien, a dit Luc. Ce n'est pas comme si nous avions quelqu'un qui parle chinois ici de toute façon. Brooke est à l'arrière. Indigo lui a jeté un regard. Je suis désolé. Je voulais pas, je me plaignais pas. Il avait l'air mortifié à l'idée qu'elle puisse penser qu'il s'en prenait à elle, et je me suis surpris à prendre un plaisir pervers à sa gêne. J'espère que les autres vont bien, a dit Indigo, et je me suis souvenu du bruit des balles de 9 mm qui ont claqué sur le côté de la zone de chargement. On peut malheureusement pas s'arrêter pour aller vérifier tant que les Tigers nous traquent, ai-je dit. Luc, prends ton atlas, regarde s'il y a un moyen de les semer devant nous. Ok, a-t-il dit, sans doute heureux que le moment gênant soit derrière nous. Il a passé la main sous son siège, où il semble avoir rangé à peu près tout et n'importe quoi. Quelques secondes plus tard, il a ouvert son atlas sur le Massachusetts. Indigo, nous sommes arrivés ici, n'est-ce pas? A-t-il demandé en désignant un point de la carte. Ouais, c'est l'endroit, a-t-elle dit. Alors je crois que je sais quel chemin emprunter, a dit Luc. Prends la prochaine sortie et tourne à gauche, à la fin de la rampe. Ça devrait nous mettre sur l'autoroute 12, et nous pouvons la suivre jusqu'à la 140, et ensuite prendre la 140 pour retourner à la I-190. Mais je suis déjà passé par là, a dit Indigo. On s'éloignerait pas trop du chemin. D'accord alors, peut-être qu'on peut les semer en chemin. J'ai vu la sortie qui se présentait, et j'ai ralenti pour la prendre. Et ce faisant, les motos ont comblé une partie de la distance qui nous séparait. En jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule, j'ai vu environ 8 motos, dont certaines étaient chevauchées par 2 Tigers. Nous étions toujours en infériorité numérique, car nous n'étions pas équipés pour nous battre avec 10 ou 12 gangsters chinois, même si tous ceux qui étaient à l'arrière étaient en bonne santé et prêts à se battre. Nous n'avions tout simplement pas la force de frappe nécessaire. Les Tigers nous surclasseraient facilement. Mon attention s'est portée sur la bretelle devant moi. Je nous ai fait sortir de l'autoroute. La bretelle de sortie était boisée de part et d'autre. Mais dès que nous avons tourné sur l'autoroute 12, nous sommes passés devant un Ace Hardware et une épicerie. J'aurais aimé m'arrêter et chercher des provisions dans ces 2 endroits, mais avec les Tigers aux fesses, ce n'était pas une option envisageable. En continuant sur l'autoroute, nous avons passé une pharmacie CVS, puis 2 centres commerciaux et un concessionnaire en quittant la périphérie de la ville. Worcester était enfin dans notre rétroviseur, mais malheureusement, les Tigers l'étaient tout autant. Le brouillard s'étant levé, j'ai pu accélérer un peu plus, mais je ne suis pas allé au-delà de 80 km/h. C'était la vitesse à laquelle le camion commençait à protester en vibrant. Je savais qu'il était impossible qu'un camion de location puisse dépasser les motos des Tigers. Pas pour longtemps, en tout cas. On doit aller assez loin pour trouver un endroit où il y a un coin pour cacher le camion. Avec un peu de chance, ils passeront en trombe et nous pourrons aller de l'autre sens, ai-je dit. Je ne sais pas si ça va suffire, dit Luc en regardant en arrière. Ces gars sont des durs à cuire et ils ne nous quitteront pas des yeux. J'arrive pas à croire que le fait d'en avoir touché 2 ou 3 les ait assez énervés pour risquer de tomber sur les Chinois. Ouais, à propos de ça, ai-je dit. Tu te souviens du type que j'ai tué dans l'allée quand on a sauvé Indigo? Sérieusement, mec? Tu me demandes si je me souviens du gars que t'as abattu devant moi? Ouais, c'était... Quoi? On demandait Luc et Indigo en même temps. C'était le frère cadet de Shen, le chef des Tigers, ai-je dit, sans les regarder et en gardant les yeux sur la route. Vraiment? A demandé Luc. Ouais, malheureusement, ai-je répondu. La poisse. Eh bien, moi je m'en fiche de qui c'était. Je suis contente que tu l'aies fait. Vous êtes mes chevaliers en armure, même si votre armure est une parque attachée, a-t-elle dit à moi, puis à Luc. Et ton épée, une arbalète. Alors ils vont nous chasser jusqu'au bout du monde maintenant ou quoi? A demandé Luc. J'espère que non, ai-je répondu. Mais de retour au parking, je me suis trouvé face à face avec lui. Et il avait l'air fou. Non, plus que fou. Ça avait l'air d'être un putain de psychopathe. Je suis presque sûr qu'il va continuer à s'en prendre à nous jusqu'à ce que l'un d'entre nous soit mort. Soit lui, soit moi. Depuis qu'on a tourné, on a gagné du terrain?
Non, en fait, ils ont commencé à se rapprocher à nouveau. La route s'est déportée sur la droite, et j'ai vu que nous arrivions à un long pont au-dessus d'un plan d'eau. De l'autre côté de ce pont, tu dois tourner à gauche. Ça nous ramènera vers l'autoroute. C'est un grand lac, ai-je dit lorsque les arbres sur le côté se sont éclaircis à l'approche du pont. J'ai réalisé que je ne pouvais voir qu'une partie du lac qui s'étendait sur ma gauche. Il y avait des endroits où il se courbait, formant de grandes criques. C'est le réservoir de Wachusett, a dit Indigo. Mon oncle nous amenait parfois pêcher ici, mon cousin et moi, quand on était petits. Il y avait un panneau indiquant que le pont pouvait être couvert de verglas en hiver. Mais je l'ai ignoré, et j'ai maintenu ma vitesse pendant que nous le traversions. J'entendais à nouveau les motos, et le vrombissement de leurs moteurs était de plus en plus fort. Je me suis dit qu'ils voulaient nous rattraper pendant que nous traversions le lac. J'ai préparé mon revolver, et l'ai poussé sur mes genoux, au cas où l'un d'entre eux s'arrêterait. Et j'ai vu que Luc préparait également son arbalète, prêt à l'action. « Ils arrivent », a dit Luc en regardant dans son rétroviseur. J'ai hoché la tête de manière sinistre. Le vrombissement des motos m'a indiqué qu'ils étaient très proches maintenant. « Oh non !» a lancé Indigo, alors que nous atteignions le pont et commencions à descendre de l'autre côté. Devant nous se trouvait notre pire cauchemar, un barrage routier, tenu par des soldats chinois à l'autre bout du pont. Chapitre 6. Des barricades en bois étaient placées à l'extrémité du pont et un véhicule blindé, surmonté d'un camion à l'allure diabolique, ainsi que 4 Humvees, était garé derrière. Debout, à la barrière, nous regardaient venir vers eux. Se trouvaient au moins 8 soldats chinois, et je pouvais en voir davantage derrière les véhicules. Nous étions piégés entre les Tigers et l'armée chinoise, sans issue. « C'est pas vrai, » a dit Luc. « C'était sûr que ça arriverait, » ai-je dit en serrant les dents. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» a demandé Indigo. « Mourir probablement, » ai-je dit, incapable de cacher le désespoir dans ma voix. « Je vais pas m'arrêter. Ils vont devoir nous tuer. C'est la seule façon d'arrêter ce camion. »« Ouais, ça me rappelle cette vieille chanson country sur le convoi, » dit Luc. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, et je me demandais comment, à quelques secondes de la mort, Luc pouvait débiter des conneries sur des chansons probablement écrites avant qu'aucun de nous ne soit né. Peut-être que c'était un mécanisme de défense face à cette situation. Le mien, c'était la colère. J'ai écrasé la pédale de l'accélérateur. « Vous devriez descendre aussi bas que possible, » ai-je dit. « Le bloc moteur devrait vous donner une certaine protection. » Les soldats chinois devant nous ont soudainement réalisé qu'ils étaient en danger imminent et ont commencé à se précipiter pour préparer leurs armes et s'abriter derrière leurs véhicules. Nous étions peut-être à 100 de mètres des barricades lorsque les Tigers ont ouvert le feu avec des mitraillettes et des pistolets derrière nous. J'ai entendu que quelques-uns ont touché le camion, mais la plupart semblaient manquer leur cible, probablement parce que tirer et conduire en moto en même temps n'était pas si facile que ça. L'effet sur les Chinois, cependant, était étonnant. Ils semblaient penser que les Tigers leur tiraient dessus et répondaient donc en conséquence. Les 100 derniers mètres jusqu'à la barricade ont semblé prendre une éternité. Si vous m'aviez demandé plus tard, j'aurais juré que cela avait pris au moins 5 minutes. Mais je sais que, vu la vitesse à laquelle je conduisais, cela n'a pas dû prendre plus que quelques secondes. C'est drôle comme le temps peut sembler si élastique quand la situation dégénère. Indigo a posé sa main sur ma cuisse, mais je l'ai à peine remarqué. Nous nous sommes tous accroupis, Luc et Indigo sous le niveau du tableau de bord, et moi, avec juste mes yeux et mon front qui dépassaient pour que je puisse voir où je conduisais. Quelques tirs ont touché le pare-brise, en haut, du côté passager, et j'en ai senti quelques-uns toucher la boîte de chargement à l'endroit où elle s'élevait au-dessus de la cabine. Mais pour l'essentiel, les tirs chinois semblaient se concentrer sur les motos derrière nous. S'ils pensent que nous sommes un camion militaire chinois, nous pouvons encore nous en sortir. Cette pensée pleine d'espoir a traversé mon esprit. Les soldats qui tenaient la barricade n'étaient pas comme ceux qui nous avaient capturés. Ils portaient de simples trench-coats gris-vert, plutôt que le camouflage urbain avec des points de blindage rembourrés, et ils avaient des fusils de style ancien. J'ai appris plus tard qu'ils étaient conscrits et qu'ils étaient forcés de s'engager dans l'armée, et que l'armée chinoise était principalement composée de soldats comme eux. Le véhicule blindé de transport de troupes ressemblait en fait à un petit char d'assaut, et à ma grande horreur, alors que je l'examinais,
La tourelle a commencé à tourner dans notre direction. Je l'ai vue tourner au ralenti, et je me suis demandé si nous arriverions jusqu'aux barricades avant qu'elle ne tire. Nous avons réussi, de justesse. Nous sommes passés à travers la barrière en bois, et les soldats chinois ont sauté hors de notre chemin. Le véhicule blindé de transport de troupes a commencé à tirer sur les motos derrière nous. Je me suis rendu compte que le canon de la tourelle ressemblait plus à une mitrailleuse géante qu'à un canon, et qu'il était en train de cracher du métal chaud sur les Tigers à nos trousses. Le camion se dirigeait droit vers un Humvee. J'ai freiné brusquement et tourné le volant à fond sur la gauche. Nous avons dérapé sur le côté, balayant 3 soldats chinois qui ne s'étaient pas écartés de la route assez rapidement. Ils ont été écrasés entre nous, et j'ai heurté le véhicule de transport de troupes, ce qui a fait trembler les 2 véhicules. Le camion s'est déporté sur la droite et s'est arrêté au centre du carrefour dans un crissement de pneus. « Toujours en vie », me suis-je dit. « Vous allez bien ?» ai-je demandé aux 2 autres. Indigo a hoché la tête et Luc, visiblement secoué, a risqué un coup d'œil à travers sa fenêtre pendant que je faisais le point sur notre situation. « Merde, les Tigers se font massacrer, mec », a-t-il dit. « On devrait se barrer d'ici pendant que les Chinois sont distraits. » J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et par la fenêtre. Luc avait raison. Les Tigers se faisaient massacrer. Mais pas tous. Bien en arrière sur le pont, assez loin pour que le feu des mitrailleuses des soldats soit inefficace, une silhouette trop familière chevauchait sa moto. Shen, avec les 2 derniers membres de son équipe, sur leur moto qui se flanquait, se tenait en sentinelle et regardait la destruction des Red Tigers. Je savais que c'était impossible, mais j'avais l'impression que Shen me regardait fixement, et cela m'a fait frissonner. Finalement, alors que la tourelle du véhicule blindé commençait à vrombir et à lever lentement son museau vers eux, Shen et ses hommes ont pris leur moto et ont quitté les lieux à toute vitesse. Je suis sorti de ma transe. Ce n'est qu'alors que j'ai remarqué un mouvement sur ma gauche. « Je pense qu'il est peut-être trop tard », ai-je dit en regardant par la fenêtre. Un groupe de 6 soldats chinois s'approchait de l'arrière du camion de mon côté, agitant les mains et criant, bien que leurs paroles soient perdues dans le rugissement des coups de feu autour de nous. « Indigo, passe-moi le fusil derrière toi », ai-je dit, désolé que sa main quitte ma cuisse. J'ai glissé le revolver dans la poche de ma parka. 3 soldats, 2 avec un fusil et un autre armé seulement d'un bras latéral, se sont approchés de la cabine du camion, tandis que les 3 autres sont restés à l'angle arrière. Je me suis baissé lorsqu'ils se sont approchés. Le soldat avec l'arme de poing, je pense qu'il s'agissait peut-être d'une sorte d'officier, a crié quelque chose en chinois, juste à côté de la porte côté conducteur. Je me suis crispé quand la poignée de la porte s'est mise à trembler et s'est ouverte d'un coup sec. J'ai vu de la surprise sur son visage quand il m'a vu recroquevillé là avec le fusil d'assaut pointé droit sur lui. Du moins, je me disais qu'il y en avait un quand j'y repense. En réalité, tout s'est passé trop vite pour que je le remarque. À cette distance, je ne pouvais pas rater mon coup, et mon tir a traversé le corps de l'officier pour atteindre le soldat derrière lui. Les 2 se sont effondrés sur le sol. Le 3e soldat a commencé à brandir son propre fusil d'assaut alors que je faisais pivoter mon arme vers lui. Je n'allais pas être assez vif. J'ai entendu un léger bruit à côté de ma tête et le soldat, le visage marqué par la stupeur, a lâché son fusil d'une main et a tenté, en vain, de retirer la flèche d'arbalète enfoncée dans son larynx. Il s'est mis à genoux et est tombé lentement en avant, appuyant sur la gâchette en tombant. Une balle s'est logée dans le métal du tableau de bord, juste à côté de ma tête. Une autre dans le plancher, et la dernière des 3 balles déclenchées par son spasme mortel s'est écrasée sans dommage sur la chaussée, sous la cabine. Sous le choc, j'ai vu Luc tirer une autre petite flèche. J'ai secoué ma tête pour reprendre mes esprits et je me suis penché par la porte pour voir l'un des soldats à l'arrière du camion pointer son fusil dans ma direction. Il y a eu 3 flashs et la porte ouverte a claqué derrière moi. J'ai saisi mon propre fusil et j'ai riposté. L'une des 3 balles a atteint sa cible et le soldat est tombé, se tenant la cuisse. Derrière moi, il y a eu un autre bruit sec et j'ai entendu un corps heurter l'asphalte. Luc s'est éloigné de sa fenêtre. « Go !» a-t-il crié. J'ai claqué la porte du côté conducteur et j'ai essayé de redémarrer le camion. Il avait calé lorsque nous avions dérapé pour nous arrêter.
Malgré mon désespoir, le camion a démarré au deuxième essai. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai tourné à gauche. Nous nous sommes alors engagés sur la route qui ramenait vers l'autoroute, laissant la fusillade derrière nous.